Pupitre, pupitre, où est mon pupitre? Tenez-vous droit, pupitre. Les bras tendus, vers l'avant. Il faut tout faire. Voilà, pupitre. 2 ou 3 choses que j'ai appris depuis plusieurs années maintenant, en écoutant, en regardant, en lisant les clowns, en m'intéressant à leur représentation artistique et littéraire. C'est à la fois des savoirs sur les clowns, dont je vais vous parler, mais aussi des savoirs des clowns. Sur le nom de cet événement, Parole, 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 auquel on aurait pu retrancher un mot, comme on ajoutait un supplémentaire, ce qui compte, c'est la marque du pluriel et les points de suspension. Il suggère pour moi un flux, des paroles qui se délient, qui se lient et se relient, s'enroulent, s'entrelacent dans un cercle. Dans une sorte de cycle infini de recommencement, un cercle inclusif, poreux, ouvert. En préparant cette conférence, je me suis rappelé l'écriture d'un texte, il y a 2 ans déjà, sur le travail politique de la réalisatrice et performeuse Rachel Mason, qui est américaine, qui travaillait donc à partir de son avatar Future Clown, en reprenant les discours de personnalités politiques américaines, dont le discours d'investiture de Donald Trump en 2017. Et elle le faisait suivant la technique de la synchronisation labiale, c'est-à-dire une sorte de playback. À l'époque, j'intitulais cet article « Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots ». J'empruntais ce titre à la chanson « Parole, parole », chantée en français par Dalida et Alain Delon. Dalida semblait dire à Alain Delon qu'il est un beau parleur. Et j'espère qu'à travers les paroles que nous sèmerons au vent aujourd'hui, nous serons plus que cela, bien que nous soyons toutes et tous très beaux et très belles avec nos costumes. Mais il s'agira autant de paroles que de gestes, comme le suggère cette exposition intitulée Mime. Donc le mime dans le théâtre antique où la parole et le chant sont intégrés à l'expression des corps. Je vois également le mime comme l'éloquence des gestes, du micro-geste expressif, me renvoyant aux arts du cirque, dont l'art clownesque fait partie, des arts du cirque qui sont éminemment des arts du corps. Il s'agira aussi peut-être de joindre et de disjoindre le geste à la parole et vice-versa. Dans les œuvres de Matisse et de Paul, le langage parlé ou écrit est une cible, littéralement. Les placards sur les palissades, les partitions, les parchemins tenus en main, le texte est remplacé par des cocardes. Cela donc m'a fait penser au mot « erasure » en anglais, qui signifie à la fois effacement, grattage, rature, et qui me renvoie à la dimension graphique des œuvres de Matisse, qui sont comme griffées. Et les passages caviardés chez Paul, donc caviardés, griffés, renvoyant aussi à cette idée d'une violence. Pour autant, les panneaux de tilleul de Matisse et les toiles de Paul sont emplis de sonorités. Au-delà des rouages du stand de tir, où les cocardes nous narguent, les notes d'un piano, les pierrots qui exercent leur talent sur une estrade, les pas lourds de l'artiste policier quittant Paris sont castellés sur les épaules. Ah, la vie sans Paris. La musique macabre d'un squelette tambourinant, toujours content, la bastonnade de Guignol, les flatulences sonores d'une marionnette, ce projectile lancé à la tête d'un artiste policier, en homme sandwich, cloué au pilori, dont une balle traverse le crâne. Ce sont aussi ces pages de typographie et ces lignes qui scandent les toiles de Paul, telles des grilles des partitions. La parole occupe une place particulière au cirque. Dans le cirque, surtout le cirque dit traditionnel, où la présence de la parole est assez discrète. Et elle est surtout présente d'ailleurs dans les numéros de clown. L'historien du cirque, Tristan Rémy, revient sur la réglementation de la parole dans les arts du spectacle, un fait qui est important pour Matisse,
Vous me le confirmez, pupitre? Donc, il y a eu des réglementations successives en France depuis les décrets impériaux restrictifs de 1806 et 1807. Des privilèges sur le nombre d'établissements, le répertoire, sur les représentations des pièces qui étaient réservées à certains théâtres autorisés, des théâtres d'État, le genre théâtral étant considéré comme supérieur au spectacle dit de curiosité à l'époque, qu'on va appeler par la suite spectacle de variété, il y avait une hiérarchisation. Une réglementation sur les costumes, sur les instruments de musique et sur les dialogues, privilège des théâtres d'État, des théâtres officiels. Il fallait donc, pour les clowns et pour les artistes en général, trouver des parades, des subterfuges pour contourner l'interdiction. Donc il y avait des subterfuges qui étaient de l'ordre de la tactique, des grommelots, des fausses langues étrangères, des paroles décalées, le charabia. Et le projet d'abolition des privilèges du théâtre ne vient qu'en 1863, sous Napoléon III, et entre en vigueur l'année suivante. Dès lors va se développer la comédie dialoguée. La langue et le langage des artistes du cirque est un mélange des langues sur le mode de l'hybridité, d'accents, de mots cueillis dans l'itinérance. Je renvoie également au lexique des circassiens et des circassiennes, ce que vous pouvez appeler les mots dans la sciure. Il y a un ouvrage qui a été publié qui s'appelle Les mots dans la sciure. Les clowns se singularisent aussi par des formules, comme « Voulez-vous jouer avec moi ?», prononcé avec un accent anglais par Billy Saunders, qui donnerait « Voulez-vous jouer avec moi ?» Approximativement. Vous voulez mieux le dire, peut-être, pupitre? Voulez-vous coucher avec moi? C'est presque ça. On va répéter. Voulez-vous jouer avec moi? Voilà, bravo, pupitre. Il y avait aussi le A et ou U de Billy Saunders. Avez-vous vu réduit donc aux voyelles? Ou encore le boum boum que lançait Medrano au chef d'orchestre avant de commencer ses tours. Donc il y a cette équivocité du langage, des mots, des gestes dans les entrées clownesques. Un discours qui peut être parfois perçu comme absurde ou illogique, mais qui ne l'est pas. Le clown remet justement en question les dichotomies sens-non-sens, ce qui est pertinent ou non, ce qui est à propos ou hors propos. Il cultive cet art du paradoxe. Il évolue et raisonne selon sa propre cohérence, qui n'est incohérence qu'au regard de certaines normes, de certaines grilles de lecture. Et la conversation qu'il entame avec ses partenaires de piste ou avec les spectateurs est une façon d'expérimenter de nouveaux modes de relation, d'autres façons d'être et de connaître. On voit surgir dans les entrées une dimension poétique, comique, à travers cette équivocité des mots. On la retrouve dans les canevas de la Commedia dell'arte, notamment chez Polichinelle, on le verra peut-être tout à l'heure. Je voulais donner des exemples de ces surgissements poétiques dans les entrées, notamment dans l'entrée intitulée « L'allumette » ou « Le rat de cave », qui date de 1900. Le clown propose un numéro d'adresse. Éteindre une allumette à distance en tirant une balle à l'aide d'un revolver. Il propose cela à M. Loyal. Le temps que le clown s'éloigne, l'allumette brûle les doigts de M. Loyal. Et M. Loyal donc, va entreprendre de rejouer ce tour, cette fois à l'Auguste. Et lorsqu'il lui propose à l'Auguste, voici ses réactions. « Quoi, d'un coup d'allumette, vous allez m'éteindre à 25 pas ?» Ce qui n'est finalement pas si idiot, ce qui renvoie à la dangerosité du tour que l'Auguste perçoit. Il dit par la suite « Non, non, je ne veux pas être éteint. » Ces explications qui viennent ensuite, « Vous comprenez, c'est que je suis orphelin. Je suis tout seul, j'ai 7 enfants, une femme folle et un chien qui ne veut pas me suivre. » Monsieur Loyal a réponse à tout, mais je réponds de tout, et si je vous tue, je vous ferai une pension. Ce à quoi l'Auguste répond, bon, comme ça va. Donc il est vite rassuré. L'Auguste, évidemment, se brûle les doigts, et il dit en aparté au public, il m'a fait brûler les doigts, il pleure ensuite, je vais le dire à maman.
Monsieur Loyal, évidemment, lui rappelle que c'est une blague. Grand Nigaud, vous ne comprenez donc pas que c'est une blague. Maintenant que vous la connaissez, vous allez en attraper un autre. L'Auguste se frotte les mains à l'idée de rejouer le tour au clown. Il rit de pouvoir l'attraper. Il dit alors à Monsieur Loyal, « Prêtez-moi le revolver et les amulettes. » Et rajoute en s'adressant au clown, « Je vais t'éteindre avec une allumette. » Donc l'Auguste dit au clown blanc, « Ah oui, je tiens le revolver, et d'un coup d'allumette, patatras, tu es mort. » Monsieur Loyal, à chaque fois, essaie de le corriger pour faire marcher la blague. Et l'Auguste, à la fin, se demande, « Pourquoi ne te brûles-tu pas ?» Et le clown, « Parce que je suis moins bête que toi. Moi, j'ai pris une grande allumette, c'est-à-dire un rat de cave, qui est une allumette, une longue mèche. » Voilà donc un exemple d'entrée. Dans ces entrées aussi apparaît un sous-texte où les clowns renvoient à leurs conditions de travail au sein du cirque, leurs difficultés dans la vie d'artiste, des difficultés aussi de paiement. Donc c'est toujours pour eux l'occasion de faire passer des messages aux autres employés de la piste de manière détournée, indirecte. Ils utilisent pour cela notamment des animaux, le cochon par exemple, qui va être un faire-valoir de certains clowns, notamment donc, chez les clowns russes, donc l'occasion de satire, chez Dourov notamment, où il y a des références à l'actualité et des références donc, à la société. Je voulais préciser que dans un cirque à l'américaine, qui se caractérise par le gigantisme de ses trois pistes, et le parangon serait le cirque Barnum, que l'on suit dans le film The Greatest Show on Earth de Cecil B. DeMille en 1952, la parole est complètement noyée sous les gags qui sont essentiellement visuels. Parmi les nombreux artistes du cirque qui sont cités au générique de ce film figure Emmett Kelly. Alors, pupitre, tenez-vous bien. Voilà Emmett Kelly. Donc, dans ce film, il joue son propre rôle, ou plutôt celui de Weary Willy, personnage qu'il dessine avant d'incarner. Et donc Weary Willy erre en marge de la piste ou dans les gradins. Il reste muet, avec son regard de chien battu, sa barbe de plusieurs jours et ses vêtements en lambeaux. Il offre une vision du misérable, c'est le clown hobo. Mais il parvient à se démarquer en dépit de ce dispositif des trois pistes, où les clowns se répandent en charivari. Lui parvient à se démarquer par sa maîtrise du mime. Je souhaitais revenir à l'étymologie du mot clown. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire dans mes recherches, et qui renvoie d'ailleurs à la langue, à la parole. Le mot clown est attesté depuis la seconde moitié du XVIe siècle en Angleterre. Il vient de l'ancien anglais Claude, signifiant balourd, rustre. Dans le langage informel, les dérivés Claude Paul et Claude Hopper expriment l'idée d'une personne têtue et stupide pour le premier, d'un cutéreux, d'une façon maladroite de se déplacer, et de godillot pour le second. Le dictionnaire historique de la langue française indique en outre le rapprochement métaphorique d'une personne balourde, mal dégrossie, au sens originel du mot clown, que sont mode de terre, masse, morceau. Le vocable clown va donc être utilisé péjorativement et caricaturalement pour désigner péjorativement et caricaturalement un paysan. C'est donc une figure du paysan qui se dessine, à la fois dans ses traits de caractère et de comportement, et dans ses caractéristiques corporelles. On lui attribue notamment le qualificatif, l'adjectif lourdeau, qui suggère à la fois un manque de finesse, tant d'esprit que dans les gestes et dans l'apparence physique. Sous certains aspects, le clown est alors un vilain. Le mot clown apparaît pour la première fois en France sous sa forme phonétique, clone, dans un livret de Madame B,
datant de 1817 et consacré au cirque olympique des Franconis. L'autrice décrit entre autres les scènes comiques de clown. La scénette intitulée La jument coquette, sous-titrée Scène de clown, s'ouvre par un exercice de dressage. Et tout d'un coup, on a l'irruption d'un homme vêtu en paysan, qui est désigné comme le rustre. Et s'enchaînent les effets de surprise. Peu convaincu par l'exercice, le pantre, donc le pantre c'est le paysan, celui qui est extérieur au cirque, interrompt le spectacle et demande à parler à M. Franconi. Tout gonflé de prétention, il propose à ce dernier d'en faire autant, suivant le procédé du remplacement impromptu qui a été largement usité dans les entrées clownesques. À peine est-il parvenu, non sans difficulté, à se mettre en selle, que le cheval au galop menace de l'envoyer dans la sciure. Le personnage, tenace, se maintient sur sa monture, entreprend de monter sur la selle. Sur le dos de l'équidé, Clown se livre à un exercice d'effeuillage. Osé, si l'on en croit les mamans, fronçant le sourcil et trouvant le costume un peu léger. Tel des pelures d'oignon, il se déleste, de sa redingote, puis de ses vestes, de ses gilets, de sa chemise, se retrouvant finalement dans un costume de soie des plus raffinés. Bien qu'il soit toujours périlleux de fixer des premières fois avec fermeté, la première entrée clownesque est sans doute Billy Button or the Tailor's Ride to Brentford, la course du tailleur à Brentford, qui était aussi intitulée Les Fredaines du paysan, ou encore La garde-robe volante ou Le pantre à cheval. C'est un canevas qui a été élaboré par Philippe Asselet, à partir duquel d'autres artistes vont broder, à commencer par les écuyers qui vont travailler pour lui, Billy Saunders, dont j'ai déjà parlé, les frères John et Andrew Ducrot, qui amplifient la dimension comique en faisant monter le paysan, pris de boisson, à l'envers sur le cheval. Mais pourquoi cibler le tailleur et le paysan ? Plusieurs auteurs soulignent l'hostilité des pantres à l'égard des nomades et saltimbanques, par ailleurs également rejetés des villes. Représenter à gros traits le paysan est donc une manière de riposter en rendant cette figure reconnaissable par un public citadin. Les tailleurs étaient quant à eux moqués dans les régiments de cavalerie en raison de leur mauvaise réputation en matière d'art équestre. On a donc un comique de gestes, de situations, de caractères, de mœurs, qui trouve ses sources dans le théâtre, celui de la période élisabéthaine avec les pièces de Ben Jonson et de son ami et rival William Shakespeare, ou encore dans les procédés farcesques mis en scène par Molière. Georges Strelly, dans son ouvrage Clown et sauteur à terre, explique que le clown, dans les pièces de l'ancien théâtre anglais, caractérisait le vilain, le rustre toujours battu, toujours bafoué, bête et entêté, mais non sans une pointe d'astuce campagnarde. Un des héritiers du théâtre shakespearien ainsi que de la Commedia dell'arte est Joseph Grimaldi. Alors, pupitre, je vais retourner un petit peu en avant. Voilà Joseph Grimaldi, en haut. Donc Joseph Grimaldi s'illustre dans la pantomime sur la scène des théâtres londoniens dès son plus jeune âge. Et en 1806, il rejoint le théâtre royal de Covent Garden, où la pantomime Harlequin and Mother Goose, or the Golden Egg, donc Harlequin et la mère Loi, ou l'œuf d'or, qui date de 1806, consacre son personnage à la fois nigaud et filou et son humour slapstick. Je voulais parler de Joseph Grimaldi parce que cet humour slapstick, on le retrouve dans les panneaux de Matisse. Dans les représentations de Joseph Grimaldi, ce qui n'est pas le cas ici, mais on retrouve souvent à ses pieds ou en main le verre et la bouteille, qui renvoient à la boisson. La boisson et les clowns entretiennent un lien donc à cette boisson. Je voulais en parler parce que, évidemment, on retrouve cette thématique des addictions et de l'alcool dans les panneaux de Matisse, notamment dans son exposition donc à New York à la rentrée cet été, qui s'est intitulée Bar None ou Circus Bar. Il y avait un des panneaux, c'est
des bas-reliefs qui s'intitulait Circus Bar. Donc ce goût immodéré pour l'alcool, en et hors piste, dans la corporation des clowns. La boisson intervient dans les récits de la naissance réelle ou légendaire de l'Auguste. Donc un nom qui ressort particulièrement, c'est celui de Tom Belling, qui est un artiste écuyer et acrobate anglais, apparemment connu pour son ébriété. Tom Belling, dit Auguste, engagé dans un cirque berlinois, le cirque Rennes, aurait trébuché en entrant ou en sortant de piste. Le voyant se relever d'un air bête et le nez rougi, l'assistance lui aurait lancé Auguste, c'est-à-dire idiot en argot berlinois. On est là en 1864 ou 1874, selon les auteurs. Le clown vit pleinement, de façon intense. Il évolue dans une instantanéité où l'intuition le guide. Il est capable, en quelques répliques seulement, de traverser un large spectre émotionnel, de la crainte au rire, en passant par la douleur et la surprise. C'est Jean qui rit, Jean qui pleure, ce qui me renvoie au panneau de Matisse, où l'on ne sait pas toujours s'il rit ou s'il pleure, s'il grimace. Et aussi au masque de Polichinelle, d'ailleurs, où il y a cette confusion entre le rire et les pleurs. Le clown réagit face aux événements, face à l'autre, étonne et s'étonne. Ses réponses fusent, quitte à dérouter, laissant peu de place à la réflexivité. Le clown est en situation d'incompatibilité, d'inadaptation aux règles édictées, au cadre posé, au rôle assigné et aux normes qu'il transgresse, pratiquement à son insu, car il ne les a pas assimilées. Il va à l'encontre des consignes et des protocoles. Il prend, et je souligne, il prend la parole. Il parle sans retenue, s'affranchit de la bienséance, des convenances. Et se meut sans attendre d'y être invité, sans attendre d'y être autorisé. Il est en somme le grain de sable faisant dérailler une machine à première vue bien huilée. Phénomène disruptif qui, comme en électricité, s'accompagne d'étincelles et court-circuite les attentes. Les trajectoires dévient et dans sa course, le clown est investi dans des rapports de force, de pouvoir. Et les métiers d'ailleurs auxquels il s'exerce, lui qui est tour à tour colleur d'affiches, voyante, photographe, dentiste ou encore garçon de café, en sont une illustration. Je parlais des rapports de pouvoir, de force. Ce qui est intéressant, c'est que la figure du clown, c'est un type comique qui va faire l'objet d'appropriation. Et donc, c'est à partir de cette figure qu'on va avoir une diversité de personnages. C'est une figure qui se démultiplie, comme Matisse se démultiplie dans ses panneaux, et comme Polichinelle chez Giandomenico Tiepolo ou Giambattista Tiepolo, où on a cet effet de démultiplication qui permet ces jeux de rapports de pouvoir et de force. Sur le principe, donc, on a des entrées sur le principe du dupeur dupé, de l'arroseur arrosé, ou tel est pris qu'il croyait prendre, selon un comique de répétition. C'est-à-dire que le clown joue un tour à l'Auguste, et en guise de consolation, le clown propose à l'Auguste de refaire ensuite la blague à quelqu'un d'autre. L'Auguste va manquer, rater sa blague, et elle se retourne contre lui. Il se prend à son propre piège. Le jet d'eau, par exemple, lui arrive à la figure. Mais ce n'est pas le seul schéma. Et je voudrais tordre le cou à cette idée de la stupidité du clown, ou d'un clown qui n'apprendrait pas, qui reproduirait sans cesse les mêmes erreurs dans une sorte de crescendo toujours plus catastrophique. Le clown apprend, et vite. Et pour vous le montrer, je vais appeler Madame Recordier et Rome. Donc c'est une entrée qui s'intitule « Pas de témoin, pas de papier » avec Pipo, donc le clown, ce sera moi, Rome, qui va arriver. J'ai corné votre page, Rome. Et Madame Recordier, qui est donc la régisseuse.
Bonjour, Madame Recordier. Bonsoir, monsieur, madame Recordier. Qu'est-ce qu'il a? Il te fait la tête? Qu'est-ce que tu lui as fait? Moi, rien. Quand il me voit, il est toujours désagréable. Elle n'a pas l'air commode. Oh, lui, quand il est en colère, il est de mauvaise humeur. Mais pourquoi? Eh bien, je vais te le dire. Il m'a prêté 200 € il y a quelque temps, il ne veut pas me les rendre. Tu veux dire que c'est toi qui ne veux pas le lui rendre? Oui, c'est ça, si tu veux. Tu dois donc 200 € à Madame Recordier. Eh bien, veux-tu que je te donne un tuyau? Un tuyau, pourquoi faire? J'ai pas le gaz. Un tuyau, c'est-à-dire un conseil. Tu dois 200 € à Madame Recordier. Eh bien, moi, je te donne le moyen de gagner 100 €. Tu me donnes le moyen de gagner 100 €, ça, c'est une affaire. Oui, mais c'est à une condition. Tu me donnes 100 € à moi, et avec le conseil que je te donne, tu lui rends pas ces 200 €. Ça va? Ça va? Donne-moi 100 €. Donne-moi d'abord ton conseil. Tu me donneras les 100 €? Est-ce que tu n'aurais pas confiance en moi, par hasard? Eh bien, quand tu as emprunté les 200 € à Madame Recordier, y avait-il quelqu'un? Ah oui? Ah, ça c'est embêtant. Qui était-ce? Eh bien, madame Recordier, Bien sûr, mais à part Madame Recordier, quelqu'un était-il présent? bien sûr. Qui était-ce? Eh bien, moi. Mais non, comprends-moi bien. Y avait-il un témoin? Ah non, pas de témoin. Tant mieux, donc pas de témoin. Pas de témoin. Quand Recordier t'a donné les 200 €, a-t-il fait signer un papier, Un papier? Pourquoi faire? un reçu par lequel tu reconnaissais lui devoir 200 €? Non. Tant mieux. Pourquoi tant mieux? Tu vas voir. Pas de témoin, pas de papier. Quand tu verras Madame Recordier, tu lui diras: Madame Recordier, je vous dois rien. Inutile d'insister. Pas de témoin, pas de papier. Hop, allez vous laver les pieds. Tiens, la voilà, justement. Pardon, madame Recordier, vous permettez un instant? Vous laissez-moi tranquille. Je ne peux pas laisser la parole, il faut me rendre 200 francs. Mais je ne demande que ça. Cependant, madame Recordier, quand vous m'avez prêté ces 200 francs, y avait-il des témoins? Des témoins, est-ce qu'il y avait besoin de témoins? Non, il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait pas de témoins. Maintenant, dites-moi, madame Recordier, m'avez-vous fait signer un papier? Un papier, mais pourquoi faire un papier? C'est bien ça, il n'y a pas de papier. Donc je ne vous dois rien. Comment, monsieur, vous ne me devez rien? Ah non, madame. Et monsieur, et pourquoi? Ah, inutile d'insister, pas de témoin, pas de papier. Ah, Hop, vous êtes un allez vous laver les pieds. malhonnête homme. Oh, Tu voyais ce que je te disais? C'est un moyen infaillible. Il réussit à tous les coups. c'est épatant. Maintenant, Rome, n'oublie pas que tu me dois 200 €. Qui, moi? Je te dois 200 €? Ah, écoute, Pipo, quand je t'ai promis de te donner 200 €, y avait-il des témoins? Non, il n'y avait pas de témoin. Est-ce que tu m'as fait signer un papier? Non. Non? Alors, pas de témoin, pas de papier, inutile d'insister, va te laver les pieds avec lui dans la même bassine. Donc, j'ai voulu vous montrer, qu'on dise cette entrée, car elle montre que le clown apprend. Pupitre, veuillez regagner votre place. On le constate également dans une autre entrée, l'entrée du tribunal, qui est une farce musicale. L'accusé se prétend muet. Il obtient de répondre en musique aux questions du magistrat. Donc, pour formuler ses réponses, il reprend des paroles de chansons actuelles. Les membres du tribunal dansent et toute la cour se retrouve emportée dans une folie. À l'annonce de son acquittement, le prévenu retrouve, comme par magie, sa voix pour remercier le président. La curiosité, la peur, la gourmandise, l'orgueil, la colère, la paresse, l'entêtement, taxés parfois de péchés capitaux ou de talons d'Achille, sont dépréciés, il faudrait les réfréner, les masquer. Au contraire, le clown incarne et vit pleinement cela. Et la curiosité, la peur, etc., entraînent la désobéissance du clown. Le clown blanc, ou Monsieur Loyal par exemple, est obligé de lui rappeler la politesse, les bonnes, entre guillemets, pratiques manières.
Il lui dit par exemple « tu as compris », ensuite « tu ne comprends rien »,« idiot, bon à rien ». Il y a une sorte de gradation. Donc il y a des rappels à l'ordre de la part du clown blanc ou de Monsieur Loyal. Ces rappels à l'ordre n'y changeront rien. La loi et la sanction au manquement apparaissent aussi dans ce qu'elles peuvent avoir d'excessive, d'injuste, d'inéquitable, d'asymétrique, de disproportionné. Les réprimandes, les coups de bâton, les gifles et les coups de pied au derrière, les colibés, les tartes à la crème, les jets d'eau en pleine figure. On a là toute une gestuelle, un langage, un mime de la violence infligée aux autres et à soi-même. Et cela renvoie également à la violence qu'on voit dans les panneaux de Matisse. Une violence qui au cirque doit être feinte, c'est la condition pour obtenir l'adhésion du public. Il faut que le clown se relève, que cela reste un jeu. Et cette violence qui est déployée me permet de remettre en question cette idée de la maîtrise du clown blanc. Finalement, son agacement, sa colère, son irritation montrent qu'il perd son sang-froid. Il rate à imposer son autorité, à discipliner sa partenaire. Le clown sait et n'hésite pas à taper du poing sur la table lorsque celui-ci n'atterrit pas dans une assiette pleine de soupe ou dans un gros gâteau. Il exprime son mécontentement. « Patron, vous commencez à m'agacer ». C'est l'Auguste Tonio qui dit cela au clown Lulu dans l'entrée du barbier. Et ce n'est que le début. Le clown se rebelle, c'est la posture de l'anarchiste. Et je voulais parler d'une troupe britannique de clowns, de frères, qui est la troupe des Anne Lonley. J'ai une illustration. Vous avez tourné les pages sans m'attendre, pupitre. Hop. Donc je voulais parler de cette pantomime intitulée Do, Mi, Sol, Do, qui a été notamment jouée aux Folies Bergères, où les musiciens d'un orchestre mettent en pièces les pupitres, les instruments, les vêtements du chef d'orchestre, s'en prennent au chef d'orchestre, donc à la figure de l'autorité, l'attachent par les jambes, tentent de le traîner en dehors de la scène. Le chef d'orchestre prend des coups, des claques, il y a une explosion d'instruments, c'est une entrée à destruction. Donc il y a des cascades, une folie, une perte de contrôle, tout s'emballe, la situation qui échappe et un débordement. Et on retrouve cela notamment chez Louis de Funès en chef d'orchestre dans La Grande Vadrouille de Gérard Houry. C'est également présent ces débordements dans les soap gags où la piste devient une patinoire, un champ de bataille où l'on se jette des seaux de peinture, des sacs de farine, de la crème. Tout sert de projectile. On le voit dans l'entrée des tapissiers ou des pâtissiers. Tout cela, évidemment, dans les effluves de boissons. Le clown, donc, est un trouble de et un trouble à l'ordre. Il le révèle aussi par là, cet ordre. Il est lui-même trouble, il suscite le trouble, car le trouble est son milieu. Le clown s'exerce aussi à la parodie. Il caricature l'éthique, les manies, les travers du personnel, et notamment des figures d'autorité que sont le directeur, l'impresario, le régisseur, le maître de la piste, Monsieur Loyal. Les entrées sont l'occasion de régler des comptes aussi. D'accord. Quand le clown parodie un autre numéro, c'est aussi une façon de faire autrement. C'est une imitation avec un écart. Ne pas produire les mêmes réactions, les mêmes impressions et arriver à d'autres résultats. Dans la parodie, le clown va mobiliser diverses disciplines, l'acrobatie, le dressage, la musique, le jonglage, le mime, la danse. Et d'ailleurs, dans l'art clownesque, de façon générale, c'est une diversité de disciplines qui sont mises en œuvre. Et donc les maladresses sont feintes et sont plutôt révélatrices, au contraire, d'une adresse. C'est-à-dire que pour parodier l'écuyer, il faut être aussi bon que l'écuyer. Faire de travers, faire autrement, comprendre de travers, c'est peut-être la possibilité de mener une existence, des façons d'être au monde, des relations aux autres aussi différentes et nouvelles, qui peuvent être différentes, nouvelles, alternatives, créatives. C'est aussi des façons de savoir et d'agir qui sont différentes.
Donc ça nous ouvre aussi des perspectives d'existence alternative. Et donc je pose, pour terminer, quelques-unes de mes réflexions les plus actuelles, notamment que le clown apparaît comme une figure queer. Donc ce terme de queer étant une insulte qui signifie à la fois pédé, guine, mais aussi tordu, bizarre, anormal, qui a fait l'objet d'une réappropriation et une resignification dans un contexte militant d'abord états-unien de la fin des années 80, début des années 90, notamment dans les mouvements queer comme Queer Nation, par exemple. Et donc la queer a cette racine indo-européenne qui est twerk, qui signifie à travers, oblique. Je m'intéresse aussi à la figure comme figure trans, c'est-à-dire que je pose cette hypothèse que le clown serait une figure trans, transgénérationnelle, transgenre, transsexuelle, transterrestre, transespèce, peut-être transdisciplinaire aussi. Et enfin, c'est une idée qui est venue en travaillant sur cette conférence, ce serait d'imaginer et de penser un portrait de l'historien de l'art en clown ou du clown en historien de l'art. Qu'est-ce que serait une histoire de l'art clownesque? Polichinelle, dans les planches de Giambattista Tiepolo, est représenté en train de peindre. Les clowns eux-mêmes peignent parfois. Qu'est-ce que le clown pourrait faire au savoir? Je pense qu'il pourrait déhiérarchiser, décloisonner les savoirs. Le terme de queer et le préfixe trans, donc qui renvoie à cette idée de à travers, de travers, me semble assez juste pour penser cette question d'un prisme, un prisme clownesque et de nouvelles façons de percevoir, de regarder. Merci. Pardon. Je voulais rajouter un seul élément, c'est que peut-être l'œuvre que l'on voit ici dans la perspective, qui est l'œuvre donc, de Matisse et Paul Collins, qui est probablement la seule œuvre à 4 mains, disons, pourrait être une bonne introduction à une histoire de l'art clownesque. Ce masque de Matisse posé sur une toile, reprenant donc l'History of Modern Art, donc qui est un manuel d'histoire de l'art, voilà, qui est ici représenté. Voilà. Merci Rémi. Bon. On va avoir besoin de 3 petites minutes. Ouais, merci, pardon. Rémi m'avait autorisé à le couper. Monsieur Pipo avait plein de choses à nous dire et on pourra continuer la conversation par la suite. Et donc, maintenant Enfin, après, je sais pas, il y a un sorte de changement de truc. Enfin, il faut que je prenne le micro de Matisse. après un bref échange de micro. Ouais,